Et si c'était moi? Cette simple question, presque inoffensive, est le cœur battant de l'identification par les personnages. Et c'est là que l'animé devient dangereux au sens noble du terme. Il nous tend alors un miroir trop flatteur pour être ignoré. Je vais donc d'abord démonter ce mécanisme en 3 mouvements. La focalisation, l'amplification émotionnelle et l'économie narrative. Et ainsi comprendre pourquoi ces héros ordinaires finissent par nous faire croire que notre existence, elle aussi, pourrait basculer dans l'extraordinaire. D'abord, la focalisation. Les animés excellent à nous faire vivre les scènes à travers un point de vue intime. La caméra s'attarde sur les yeux, les doigts qui tremblent, le silence qui pèse. On ne nous présente pas un héros dans la masse, on nous l'offre en gros plan. Ce traitement transforme l'anodin en significatif. Quand un personnage sourit ou hésite, on a l'impression qu'il nous confie quelque chose. Cette focalisation crée alors une proximité qui efface la frontière entre toi et le personnage. Tu ne regardes plus non, tu ressens depuis l'intérieur. Résultat, l'émotion n'est pas seulement observée, elle devient possible, concevable, comme si elle pouvait surgir dans ta propre vie. Ensuite, l'amplification émotionnelle. Les animés poussent les émotions à leur intensité maximale sans pour autant les rendre irréalistes. Tous ces outils travaillent ensemble pour intensifier la conséquence d'un choix ordinaire. Une décision banale dans un drama télévisé peut peut-être passer inaperçue, mais dans un animé, la même décision déclenchera une variation d'OST. Un ralentissement, un plan serré et la sensation que le monde entier retient son souffle. C'est cette orchestration qui nous convainc que chaque acte compte. Les compositeurs, les réalisateurs et les animateurs créent un écosystème émotionnel où le jeune héros devient l'axe du cosmos. Toi, en tant que spectateur, t'es exposé à cette répétition et à cette logique. Tu en viens à assimiler l'idée que la vie réelle pourrait elle aussi te réserver ce traitement dramatique. Troisièmement, il y a l'économie narrative, propre à beaucoup d'animés. Il s'agit de raconter l'essentiel en concentré, là où un récit étiré diluerait l'impact. Ils choisissent les moments clés et les magnifient. On ne nous montre pas la totalité de l'histoire de ces univers, mais des instants. Une conversation, une défaite, un acte de courage et ces fragments suffisent à construire un arc. Cette compression narrative a un effet pervers mais surpuissant. Elle projette sur la vie réelle l'idée que quelques instants déterminants suffiraient à redéfinir tout un destin. Tu te surprends donc alors à espérer ces moments, à les désirer comme si ton quotidien n'attendait qu'une étincelle. Il faut aussi parler de l'écriture des personnages. Dans les animés, il est rare que le héros ou l'héroïne soit immédiatement parfait, invincible ou exceptionnel dès le départ. Au contraire, les personnages sont délibérément imparfaits. L'anti-héros hésitant, l'adolescent timide, le protagoniste maladroit ou parfois cynique, tous ces profils sont conçus comme des portes d'entrée. Ils ressemblent à des versions de nous-mêmes avec des failles visibles, des blessures intérieures et des doutes constants. Ces imperfections ne sont pas là par hasard, elles sont le fil qui nous relie au récit. Le pont invisible qui fait que dès les premières minutes, on se reconnaît dans leurs gestes, leur hésitation et leur maladresse. Mais l'arc narratif, lui, transforme cette vulnérabilité en une trajectoire de progression. On les voit alors apprendre de leurs erreurs, tomber, se relever, parfois s'écrouler à nouveau et finalement évoluer. Ce cheminement soigneusement construit fait émerger quelque chose de fascinant. L'idée que la transformation n'est pas réservée aux autres, mais qu'elle est possible pour nous aussi. Chaque épisode devient alors une leçon. Voir un personnage qui nous ressemble s'élever après avoir échoué ou se reconstruire après avoir été brisé nous fait trembler dans nos certitudes, nous pousse à croire que nos propres erreurs pourraient aussi devenir des tremplins. L'empathie que nous ressentons ne naît donc pas uniquement de la ressemblance physique ou sociale avec ces personnages, mais de la possibilité de transformation que leur histoire nous offre. On comprend que ce que nous voyons à l'écran est une forme condensée de la vie, un récit où chaque décision, chaque émotion, chaque échec a un poids et une conséquence. Et en suivant ces trajectoires, on expérimente indirectement la même montée et la même chute, la même frustration et la même jubilation. Ce phénomène est donc renforcé par la richesse des interactions. Les personnages imparfaits n'existent jamais seuls, ils sont entourés de mentors, d'amis, d'antagonistes qui mettent leur progression à l'épreuve. Chaque confrontation, chaque débat, chaque geste de soutien ou de trahison devient une opportunité de croissance. Non pas pour eux, mais pour nous, spectateurs. Nous nous projetons dans ces relations et commençons à imaginer comment, dans notre propre vie, les choix et les liens pourraient avoir un impact similaire. En fin de compte, l'écriture des personnages dans les animés crée un espace psychologique où le spectateur peut se réinventer. Elle nous offre un miroir imparfait mais encourageant. Nous ne sommes pas nés spéciaux, mais ces histoires nous en donnent la preuve. Parfois douce, parfois brutale, que nous pourrions le devenir. Ce mélange de vulnérabilité et de potentiel est ce qui rend l'expérience si addictive et si marquante. Et donc, pourquoi après avoir regardé certains animés, on a cette irrésistible envie de croire que nous aussi, nous pourrions changer le monde, ou au moins changer notre propre trajectoire. Mais on t'a vendu un mensonge.
Un joli mensonge bien emballé aux allures grandioses. Et le pire dans tout ça, tu l'as payé en temps, en attention et en attente. Les émotions ne sont plus des expériences, ce sont des produits. Les studios savent exactement quelles scènes feront pleurer, quelles images feront poster des citations en story, lesquelles déclencheront des achats de figurines ou des écoutes d'OST. L'algorithme te renvoie à ces moments encore et encore. Résultat, tu n'apprends plus à ressentir, tu apprends à consommer des émotions prémâchées. L'impact, c'est un sentiment creux après coup, une addiction à la dose émotionnelle et une difficulté à trouver de la valeur dans le réel. Trop d'animés utilisent le même mécanisme, ils cherchent à construire une construction dramatique ou un instant catharsis. Si tu sais pas ce que c'est, la catharsis prend un sens philosophique avec Aristote, qui l'utilise dans sa poétique pour désigner surtout l'effet de la tragédie sur les passions du spectateur. Au lieu d'apprendre la nuance, on te gave d'émotions. Tu finis par attendre l'élévation miraculeuse au lieu de bosser pour évoluer. L'effet concret, c'est que tu deviens spectateur de ta propre vie et non acteur. Tu veux l'arc narratif, mais tu refuses les efforts pour qu'il se produise. On glorifie alors la souffrance comme un vecteur de grandeur. Si tu souffres assez, tu deviendras spécial. C'est dangereux. Dangereux pourquoi ? Parce que ça banalise le traumatisme et valorise l'autosabotage. Pas de douleur égale pas d'arc intéressant. L'impact, c'est une recherche de l'épreuve comme preuve de valeur ainsi qu'une minimalisation des soins ou de soutien réel. L'obsession du destin crée une culture où l'identité se confond avec une réalité qu'on nous donne. Plutôt que de construire nos valeurs, on se fabrique une identité cosplayée. Passion dictée par un fandom, succès mesuré en likes, empathie calibrée pour l'esthétique dramatique. Petit à petit, à force de te nourrir d'histoires où tout se mesure en climat, ton cerveau commence à déévaluer le quotidien. Le problème, c'est que tu compares sans cesse ton propre vécu. Le résultat, c'est que les choses normales perdent leur poids. Finir sa journée sans catastrophe devient banal. Payer son loyer à temps, appeler un ami qui va mal, se lever pour aller bosser malgré la fatigue, tout ça ressemble à de la routine, pas à une scène digne d'être vécue. Cette dévaluation a des conséquences concrètes. D'abord, tu perds la reconnaissance de toi-même. Ces petites victoires n'alimentent plus ta confiance parce qu'elles ne ressemblent pas à un climat dramatique. Ensuite, ça démotive. Pourquoi fournir l'effort si l'issue paraît insignifiante ? Tu t'exposes alors à la procrastination, à la recherche de situations extrêmes pour sentir que ta vie compte, ou à une frustration chronique quand la réalité ne te donne pas le spectacle attendu. Socialement, tu peux aussi t'éloigner. Les gens qui célèbrent les petites choses te paraissent fades et tu finis par te couper des liens réels qui, pourtant, tiennent peut-être à toi. Psychologiquement, c'est une boucle vicieuse. Moins tu reconnais ces accomplissements tranquilles, moins ils renforcent ton estime. Moins ton estime monte, plus tu attends des preuves spectaculaires pour te sentir légitime. Et plus la barre narrative est haute, plus la vie normale paraît vide. En bref, ces petites actions ne sont pas inutiles. Elles sont la matière première d'une vie stable. Le danger vient de ta manière de visionner. Si tu changes pas cela, tu continueras à croire que tout ce qui compte doit ressembler à une scène finale. Tout ce que je t'ai montré ici n'est pas un accident, c'est une mécanique. Les animés te donnent des héros ordinaires, un monde qui valorise chaque geste et une narration qui orchestre tes émotions, puis ils t'abandonnent dans le silence, en te laissant croire que ta vie devrait ressembler à ça. C'est beau, c'est puissant, mais c'est aussi dangereux. Si tu laisses cette esthétique remplacer ta réalité et que tu continues constamment d'attendre le grand arc ou le grand frisson, la vraie vie elle continue avec ses petits efforts, ses jours tranquilles et ses victoires sans projecteur. Ces choses-là ne sont pas moins importantes, non, elles sont même indispensables. Alors deux choses sont très claires. D'abord, arrête de te laisser juger par un scénario et ensuite arrête d'attendre que la vie te choisisse. Voici 3 gestes simples pour reprendre la main. Redéfinis ce qui compte, arrête de comparer ta vie à un climat, note tes petites réussites, tes efforts discrets et considère-les comme de véritables victoires. Prends des risques réels, ose sortir de ta zone de confort, parle à cette personne que tu évites, lance ce projet que tu repousses, affronte ce qui te fait peur. La vraie histoire se construit là. Et finalement, reprends le contrôle de ton temps. Stop les distractions passives, choisis ce que tu consommes, comment tu passes tes journées et fais en sorte que chaque heure serve à te rapprocher de ta vie et non pas d'un scénario fictif. Les animés peuvent t'inspirer, t'émouvoir, te pousser à être meilleur. Utilise-les comme carburant, pas comme substitut. Sois influencé mais ne sois pas manipulé. Ne laisse pas un scénario écrire ta vie, écris-la toi-même.